Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur cet espace Agora, un espace de conférence organisé par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la filiale de la BP Aura, la Banque de la Transition Énergétique, la BTE, qui vous a préparé un programme de conférence sur ces 4 jours de sommet. Vous allez pouvoir venir ici rencontrer des experts techniques et des experts financiers qui vont vous éclairer sur des sujets de transition énergétique et environnementale. Et ensemble, ils vont venir donc décrypter ces sujets, vous apporter des conseils et bien sûr répondre à vos questions. Au programme aujourd'hui, 3 conférences, une sur le photovoltaïque, une autre sur la méthanisation et puis on parlera aussi d'agrivoltaïsme. On vous attend donc nombreux pour explorer ces 3 sujets. Et pour ouvrir donc cet après-midi de conférence, nous allons nous intéresser au photovoltaïque. Comment est-ce qu'on monte un projet de toiture photovoltaïque? Comment est-ce qu'on le finance? Comment est-ce qu'on le réalise? Eh bien, pour nous éclairer sur toutes ces questions, je suis en compagnie de 2 intervenants. Audin Soireau de la BTE, la Banque de la Transition Énergétique. Bonjour Audin. Bonjour Laetitia. Vous êtes responsable du service accompagnement ENR. Et à vos côtés, Nicolas Théron, responsable du pôle avant-projet de Mecogit. Mecogit, c'est un bureau d'études et un installateur de photovoltaïque. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Mais en tout cas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Alors Audin, on va commencer avec vous. On va parler bien sûr de la BTE. La raison d'être de la Banque de la Transition Énergétique, c'est vraiment d'accompagner les projets autour de la transition. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette filiale de BP Aura et nous expliquer comment elle fonctionne? Oui, alors la BTE, ça a été créé il y a 4 ans maintenant, avec deux volontés principales, de permettre aux épargnants de pouvoir donner du sens à leur épargne et de faire de BP Aura un acteur de référence dans le financement de la transition énergétique. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'euros d'épargne qui ont été collectés sur la région, qui ont permis de financer plus de 500 millions d'euros de crédits liés à la transition énergétique. Alors après, je redétaillerai, mais à l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est énergie renouvelable, efficacité énergétique et autres. Dans les apports principaux en fait, qu'on a, donc c'est une épargne verte et traçable, ce qui est novateur aujourd'hui au niveau de la banque, c'est de dédier une épargne régionale sur des financements sur notre territoire liés à la transition énergétique. On avait besoin aussi d'avoir de l'expertise, parce que derrière, il faut faire des financements. Et pour financer la transition énergétique, il faut quand même un petit peu d'expertise, parce que c'est des domaines qui sont un peu particuliers. Et donc, on a monté tout un pôle d'expertise où on refait des études de productibles, on va vérifier l'aspect juridique, l'aspect réglementaire, etc. des projets. Et tout ça dans l'objectif de sécuriser le porteur de projet au final. Mécaniquement, il faut des offres de financement qui sont adaptées, avec des prêts spécifiques, alors soit des prêts classiques, soit du crédit bail. On a aussi des enveloppes de refinancement auprès de la Banque européenne d'investissement. Et il y a tout un volet partenarial, parce que l'idée, c'est d'offrir des solutions clés en main à nos clients et pas uniquement de répondre à des besoins de financement. Et donc pour ça, on a sélectionné, on a audité notamment des installateurs photovoltaïques et pour lesquels on a été vérifier leur santé financière, leur qualification réglementaire, leurs assurances, pour pouvoir les proposer à nos clients, pour les accompagner dans leur projet de transition énergétique. Donc sur les champs d'action, j'en ai rapidement parlé, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on intervient sur la partie énergie renouvelable, performance énergétique et tout le volet innovation. Et qu'on a des partenaires qui peuvent répondre à chacun de ces domaines-là. Et qu'on peut intervenir pour l'ensemble des clients, donc des particuliers, des professionnels, des agriculteurs, ou des collectivités locales ou institutionnelles. Juste quelques petits mots sur la partie un peu de contexte réglementaire, mais je vais passer rapidement parce que Nicolas, tu reviens dessus après. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des obligations réglementaires aujourd'hui qui se sont mises en place et qui imposent d'installer des panneaux photovoltaïques sur certains types de bâtiments, sur des parkings, et aussi avec le décret tertiaire des obligations de réduire les consommations sur des bâtiments, et donc il y a des travaux de rénovation énergétique à envisager dans les années futures, avec des réglementations qui sont assez fortes. Plus spécifiquement sur le photovoltaïque, à retenir aussi, c'est qu'il y a 3 possibilités en fait, de valoriser l'électricité qui est produite.
On en reviendra plus en détail tout à l'heure, mais en gros, soit on peut vendre l'intégralité de la production à un acheteur d'électricité, donc notamment, bien souvent, c'est EDF, obligation d'achat, qui va racheter l'électricité, soit on peut autoconsommer l'intégralité de la production, ce qui est plutôt rare, ou on peut avoir un mix des deux, donc c'est-à-dire qu'on va on va autoconsommer tout ce qu'on peut autoconsommer, et le surplus sera vendu à EDF. L'avantage, c'est que sur les installations qui font moins de 500 kW crête, donc c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 2500 m² de toiture, il y a EDF qui a l'obligation de racheter l'électricité que vous allez produire derrière avec un contrat d'achat pendant 20 ans à un tarif qui est connu à l'avance. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Et il y a deux modèles d'investissement principal. Ça va être l'investissement, on va dire, pour compte propre. Donc là, c'est l'agriculteur qui le porte directement sur son activité, sur son exploitation, ou voire même qui crée une société de projet qui est dédiée. Mais il peut y avoir aussi un système de tiers investissement, où là, il y a un investisseur qui va venir louer votre toiture pour installer des panneaux, et c'est lui qui va bénéficier de la vente de l'électricité. Un petit exemple, c'est pour donner des ordres de grandeur, si jamais vous n'avez pas trop en tête, sur une centrale, on va dire, classique. Mais une centrale de 100 kW crête, quand on parle de 100 kW crête, c'est à peu près 500 m² de toiture, c'est 110 MWh d'électricité produite. Et ces mégawattheures, c'est eux que vous allez vendre à EDF, généralement. Ça représente à peu près un peu plus de 11 000 € de chiffre d'affaires à l'année, pour à peu près 3 000 € de charges d'exploitation à payer. Donc on va avoir la maintenance, l'assurance, différentes taxes aussi à payer. Pour un coût d'investissement, alors qui peut varier, là c'est vraiment c'est pour donner une idée du coût d'investissement. Donc on va être sur 60 000 à 80 000 € d'investissement sur un bâtiment où il n'y a pas besoin de renforcement de structure, où il n'y a pas besoin de faire de travaux spécifiques. Et voilà là-dessus. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Odin, pour cette présentation de la BTE et ces premiers éléments qui nous permettent de mieux cerner les grandes lignes des projets de toiture photovoltaïque. Donc, Nicolas Théron, je rappelle que vous êtes responsable du pôle avant-projet chez Mecogit. Est-ce que vous pouvez nous présenter Mecogit, son rôle, ses actions ? Ouais, je vais vous présenter rapidement la société Mecogit et rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire comment on fait, quel support, etc. pour faire du photovoltaïque alors en toiture. Donc Mecogit, on fait du solaire photovoltaïque depuis 2006. Je dirais donc presque depuis le début, du moment que ça s'est démocratisé en France. Aujourd'hui, en 2024, on en est à peu près à 200 MW posés avec un niveau d'accélération puisqu'on a doublé la puissance posée entre 2020 et 2024. Voilà, donc c'est pour suivre un petit peu la courbe de progression. Mecogit, on est basé dans l'Aveyron, à Cap-de-Nacgar exactement, donc à la limite entre l'Aveyron, le Lot et le Cantal. On est une quarantaine de personnes et on gère à peu près la construction. Sur les 12 derniers mois, c'est 31 mégas de posés qui représentent à peu près 160 projets. Voilà. Donc c'est des projets qui font en général en moyenne aux alentours des 200 kg. Avec des plus petits et des beaucoup plus gros aussi. Et par contre, on ne fait que de la toiture ou ombrière de parking. Donc on est une PME d'une quarantaine de personnes. On fait vraiment de la gestion de projet de A à Z. C'est-à-dire depuis la partie conception et première approche de votre besoin, de votre installation. Ensuite, bureau d'études, conception, puis ensuite tout ce qui va être partie achat, gestion de projet, suivi de la construction. La seule chose qu'on ne gère pas en interne, c'est la pose. Et donc là, on s'appuie sur des entreprises partenaires. Donc voilà, et on travaille beaucoup avec des solutions qui sont françaises d'intégration au bâti. Voilà. La typologie de projet, donc, comme je vous disais, c'est de la toiture. Donc, historiquement, énormément de projets agricoles depuis 2006, mais de plus en plus des projets industriels, puisque hausse du coût de l'énergie et donc du coup besoin de produire de l'énergie pour l'autoconsommer. Beaucoup de projets en GMS qu'on appelle, donc c'est les supermarchés, donc les ombrières de parking, des centres équestres, des concessions auto aussi, beaucoup, pareil, des ombrières. Et puis de plus en plus aussi des collectivités, et plutôt sur le modèle de l'autoconsommation collective.
Bon, ce que disait Audin, il y a deux possibilités. Soit vous investissez vous, et là, la banque, aujourd'hui, maintenant, connaît quand même un certain retour sur le photovoltaïque. On est sur une technologie qui est sûre, qui est simple, qui est peu chère, où il n'y a pas de risque. Vous avez quelqu'un qui va vous acheter, quand vous passez par l'obligation d'achat qui s'appelle EDF, un contrat d'achat sur 20 ans. Donc voilà, et puis vous avez un locataire qui logiquement se lève tous les jours pour vous fournir l'énergie. Donc c'est quelque chose de relativement sûr. Voilà. Donc les banques aujourd'hui, elles n'ont pas de souci à vous suivre, je pense. Voilà. Donc dans l'idée, c'est ça. Et si jamais après, effectivement, vous pouvez pas, vous souhaitez pas mobiliser des capitaux, il y a effectivement la solution de trouver un tiers investisseur qui va investir sur la centrale photovoltaïque et par l'intermédiaire d'un bail, un loyer ou suivant des travaux, va se lier avec vous pendant une durée de 30 ou 40 ans. Voilà. On fait aussi bien sûr tout ce qui est maintenance, c'est-à-dire que sur la quarantaine de personnes que je parlais tout à l'heure, on a une dizaine de personnes qui sont affectées, des techniciens au SAV, à la maintenance, à l'exploitation, et donc le reste de la trentaine de personnes vraiment sur la gestion de projet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on gère chez nous en interne avec des techniciens qui sont basés localement pour être réactifs. Donc venons-en à ce qui va vous intéresser, donc les différents types de supports pour de la toiture photovoltaïque. Le plus ancien, que vous connaissez sans doute le plus dans le milieu agricole, c'est l'Évrite. Donc si on est avant le 1er janvier 1997, logiquement elle est amiantée. Donc voilà, pour déposer cette Évrite, vous savez qu'il y a tout un tas de réglementations, même si vous le faites vous-même, c'est un peu plus light. Mais voilà, il y a la possibilité effectivement de déposer cette Évrite et de venir poser un système photovoltaïque par-dessus. Alors attention, une Évrite, ça pèse à peu près 17 kg du mètre carré. Si vous mettez un système avec du bac acier, vous allez alourdir votre toiture, la charge que vous mettez en toiture. Donc il est important de faire une étude de charpente pour s'assurer que votre bâtiment est bien en capacité d'accepter la charge que vous mettez dessus. Voilà. Quand on met un système en général sans sous-couche, c'est-à-dire sans bac acier, directement posé sur la structure, on est légèrement plus léger qu'un système sur Évrite, qu'une Évrite pardon, seule. Donc voilà. Hop. Autre système après, une tôle de bac acier. Donc là, vous avez votre couverture de bac acier standard et vous venez poser votre système photovoltaïque, vos panneaux, via une interface il y a deux grands systèmes, ce qu'on va appeler des systèmes couturés ou des systèmes repris à la panne. Donc soit vous avez un système qui va venir se fixer sur l'épaisseur de la tôle, donc avec des tôles qui font en général entre 63 et 75 centièmes d'épaisseur. Soit vous avez des systèmes qui sont repris à la panne, où là vous vous reprenez sur la structure du bâtiment. Donc c'est des systèmes qui coûtent un peu plus cher, mais qui en termes de longévité dans le temps sont aussi mieux. Voilà. Je vous en parlais un petit peu, ça c'est les systèmes qu'on appelle IAB, intégrés au bâti, donc vous n'avez pas de sous-couche, c'est l'ensemble du système qui fait l'étanchéité de la toiture. Donc vous n'avez pas de bac acier, c'est les rails sur lesquels vous venez poser vos panneaux, plus le complexe avec les panneaux qui fait vraiment l'étanchéité de la toiture. C'est-à-dire que vous enlevez un panneau, forcément il pleut à l'intérieur de votre bâtiment. Voilà. Mais l'ensemble après fait l'étanchéité de la toiture. Voilà. Et donc là c'est intéressant sur cette typologie de système, quand justement vous venez avec un bâtiment, vous avez de l'Évrite, vous pouvez mettre ce système-là suivant l'utilisation que vous avez dessous, puisque vous allez être un peu plus léger que votre Évrite et ça peut vous éviter des coûts de renforcement trop importants sur votre structure de bâtiment. Par contre, c'est à utiliser essentiellement sur des bâtiments de stockage. Voilà. Autre système, alors là, on est vraiment sur du bâtiment industriel. C'est ce qu'on appelle des systèmes avec des multicouches, des toitures membranes PVC ou bitume. Donc là, vous avez un millefeuille de composants qui font l'étanchéité de la toiture. Donc ça, c'est essentiellement sur des bâtiments industriels. Hein. Enfin voilà, il y a peu de chances que vous en voyez. Par contre, la compatibilité pour poser du système photovoltaïque dessus, il va falloir qu'on ait toutes les couches du millefeuille qui soient conformes à la note technique du fabricant du système. Si jamais vous avez un des éléments qui n'est pas bon, c'est pas certifié pour pouvoir poser le système. Donc sur une toiture existante, il y a
999 chances sur 1000 que vous ne trouviez pas la bonne solution. Et donc c'est quelque chose par contre sur une construction neuve à mettre en place très très tôt au moment de la conception du projet avec le cabinet d'archi ou des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur les histoires de les prérequis quand vous allez travailler sur votre projet en toiture. Voir si vous générez une surcharge ou pas. Donc est-ce que votre bâtiment est en capacité de supporter la surcharge ou pas. Et puis en plus, tout ce qui va être les contraintes qui sont liées au site, après qui sont fixées par la demande d'urbanisme qu'on va faire, par les contraintes de l'ADREAL, le SDIS. Si vous êtes à proximité d'un aéroport ou autre, on va vous demander des panneaux anti-reflets et d'autres choses. Voilà, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte, vraiment, avant de se lancer sur de la toiture, voilà, sans s'occuper de rien. Au niveau de Mecogit, vous l'avez dit, vous accompagnez les projets de A à Z. Est-ce que justement vous accompagnez cette réflexion, cette étude des différentes possibilités en fonction du bâtiment et de la toiture existante? Tout à fait. Et puis le but, c'est d'être là le plus tôt possible, que justement il n'y ait pas trop de choses qui étaient faites avant pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et qu'on ne se retrouve pas devant le fait accompli avec quelque chose qui ne sera pas compatible ou quelque chose qui soit financièrement beaucoup plus cher et qui reverrait la rentabilité globale du projet. Donc c'est pour ça, toutes ces choses-là, il faut essayer de les voir le plus tôt possible. En amont. Ouais, Oui. voilà. Est-ce qu'il y a des typologies de bâtiments ou de toitures qui ne fonctionneront pas, qui seront complètement impossibles à transformer? Alors non, mais forcément des bâtiments avec des structures bois qui ont pas mal bougé dans le temps, des structures métalliques qui n'étaient pas super dimensionnées au niveau des normes ou autres. Ça peut être des fois problématique. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. C'est juste qu'il faut en tenir compte et voir éventuellement s'il y a des renforcements. Et souvent, le coût du renforcement peut être très important et donc du coup tuer un peu le projet. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur ça. Ok. Donc une fois qu'on a vu toute la partie toiture, on se dit pourquoi pas justement, alors là ça concerne un petit peu plus des industriels, mais un industriel très souvent il a un bâtiment qui a été conçu il y a un certain temps, il n'a pas été forcément conçu pour prévoir la surcharge de photovoltaïque et donc l'intérêt ça serait de se dire il a du parking, il a de la disponibilité, il a maintenant des engagements aussi, il a des obligations avec la loi parking pour répondre à une surface de couverture sur son parking. Donc c'est de se dire une ombrière ça peut être intéressant puisque là on va apporter une fonction au parking et aux clients, aux utilisateurs du parking, quoi. Donc chez Mecogit on travaille, on essaye de se différencier un petit peu, on peut faire de l'ombrière métallique mais on aime bien développer des nouveaux projets et des nouveaux produits. Donc on travaille avec une solution qui s'appelle une solution d'ombrière auto-lestée en béton préfabriqué, donc où il n'y a pas de fondation. Et donc c'est quelque chose qu'on vient poser sur le parking, moyennant bien sûr une étude de sol quand même pour s'assurer que le parking est à même de recevoir la charge, etc. Mais ça évite de faire des fondations. Et économiquement parlant, plus l'empreinte carbone qui est quasiment 2 fois moindre avec une solution d'ombrière béton, on a une solution aussi qui est beaucoup plus rapide de mise en œuvre. Voilà. Donc sur un 100 kg, puisque tu parlais Odin tout à l'heure d'un 100 kg, là, c'est une petite semaine pour le déploiement d'une installation photovoltaïque, ombrière et centrale photovoltaïque. Une semaine, c'est l'installation? C'est l'installation, c'est hors raccordement après Enedis. Oui, et phase autres, de réflexion en amont, tout à fait. c'est en plus. Là, on est vraiment sur la partie de construction, quoi. Ok. Voilà. Mais bon, voilà, ça permet de n'immobiliser le parking qu'une semaine, là où, avec des fondations plus une construction, on va y passer 2-3 fois plus de temps, quoi. Voilà. On en a parlé assez rapidement, mais c'est juste pour se dire que voilà, c'est important de voir les choses dans l'ordre quand on va étudier son projet, de voir la nature de notre couverture, les différentes contraintes d'urbanisme ou pas qu'on va avoir sur notre projet. Derrière, si on s'oriente vers un projet sur parking, de voir la nature du sol, voir qu'est-ce qu'il y aura besoin d'adapter ou autre, pour qu'on puisse mettre tout ça dans la balance et dans le coût. Et ensuite toute la partie électrique, effectivement, puisqu'il va falloir quand même raccorder tout ça, l'installation jusqu'au réseau, puisqu'on n'a pas encore trouvé de moyen pour injecter l'électricité en Wi-Fi ou en Bluetooth, ça n'existe pas, donc il faut du câble. Peut-être. Peut-être. Voilà, pour l'instant, c'est pas le cas.
Un petit focus sur le contexte actuel qui évolue. Là, je vous ai retracé, alors on ne va pas tout passer, hein, parce que sinon ça peut durer longtemps, mais le but, c'est juste d'essayer de comprendre un petit peu le coût de l'électricité. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est l'évolution du prix spot. Donc là, le prix spot, c'est le prix sur le marché de l'électricité, du prix de l'achat du kilowattheure. Avant 2021, on avait un prix qui était relativement stable, peu cher, et puis est passé une petite crise Covid, une crise de l'Ukraine, etc., etc. La hausse du prix du gaz qui a du coup entraîné la hausse du prix de l'électricité puisqu'elle était indexée dessus. Tout un tas de choses qui font qu'on a atteint des pics journaliers sur des tarifs complètement fous. Aujourd'hui, on est revenu, on avait aussi la partie nucléaire qui fonctionnait pas ou moins bien. Aujourd'hui, les centrales sont revenues dans un état de fonctionnement normal. Donc on est revenu sur une situation à peu près stable, alors stable, ou à un niveau de prix qui était un peu similaire à avant. Quand je dis stable, c'est sur le long terme, parce que quand on voit les petits pics, on voit qu'il y en a énormément. Donc voilà. Et on se dit que ça peut facilement repartir à la hausse aussi, pour X conflit ou autre. Voilà. Tout ça pour vous faire un parallèle. Donc là, le slide d'avant, on était sur le coût de l'électricité quand on l'achète. Et ici, ça, c'est la courbe du prix auquel on valorise l'électricité quand on la produit en vente totale chez EDF. Donc ça, voilà, quand on fait un contrat d'achat avec EDF, c'était le prix de l'électricité. Donc, au tout début, on parle souvent des contrats à 60 centimes. Donc ça, c'était au tout début, on avait un prix qui était très élevé parce qu'on avait un coût de la filière, il fallait développer toute la filière. Donc on avait des coûts d'installation qui étaient très élevés aussi. Et ensuite, il y a eu un moratoire en 2010, un prix qui a drastiquement chuté pour être aujourd'hui, alors pareil, on est sur quelque chose qui est à peu près stable depuis 2012-2013, aux alentours des 11, entre 11 avec des petits pics, on est monté jusqu'à 13 centimes, entre 10 et 13 centimes. Donc ça, c'est le coût auquel on achète l'électricité photovoltaïque quand on la vend en totalité ou en autoconsommation. Donc vous allez me dire, ouais, mais est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Alors forcément, quand on produisait de l'électricité et qu'on avait un prix d'achat sur le réseau qui était 10 fois plus élevé, ça valait le coup. C'est pour ça aussi qu'il y a 2 ans, dans le milieu photovoltaïque, on a été très sollicité par le gouvernement et autres pour dire vite, il faut faire du photovoltaïque parce qu'on a les coûts d'électricité qui sont très hauts. Aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est peut-être moins intéressant, entre guillemets. Ça, c'est une vision hyper court-termiste. L'objectif, c'est quand même de se dire que sur du photovoltaïque, on est sur quelque chose, comme on parlait tout à l'heure, des contrats de 20 ans, sur des installations qui vont fonctionner pendant 25-30 ans avec des coûts très faibles de fonctionnement. Donc vous avez quelque chose qui est régulier et donc vous avez une vision très long terme. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est de vous dire que si vous faites de l'autoconso, vous avez une partie de votre consommation qui est avec un tarif fixe sur une longue durée. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir de la sécurité et de ne plus être lié si demain vous avez de nouveau une hausse du coût de l'électricité, vous avez entre guillemets mis 10, 15, 20% de votre consommation à un prix qui est fixe pour X années. Donc c'est ça l'intérêt du photovoltaïque aujourd'hui. Ici, donc c'était pour vous montrer un petit peu le prix, l'évolution du prix suivant les secteurs d'activité. Alors c'est à peu près, pour vous dire, voilà. Et la courbe en bleu foncé, en bas, c'est la valeur de l'énergie solaire. Donc vous voyez encore que entre ce qu'on va voir quand on va acheter sur le réseau au niveau des grandes industries, des GMS ou du tertiaire, même si le prix sur 2024 est en train de redescendre, on a quand même une énergie avec le photovoltaïque qui est peu chère, qui va se situer aux alentours des 8-9 centimes d'euros du kilowattheure. Voilà. Donc il y a encore un sens économique forcément à le faire. Ça, j'en ai parlé assez rapidement. Le cadre législatif, on en a parlé un petit peu. Il reste encore assez flou, même s'il y a une loi parking qui est en place. Le décret d'application n'est pas encore sorti. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place aussi sur la partie bâtiment existant. Bon voilà, je pense que quand on aura un peu plus de stabilité au niveau de nos politiques, peut-être qu'on aura une feuille de route qui sera aussi un peu plus claire.
Donc Odin en parlait aussi. Donc, sur la valorisation de la production, donc on a plusieurs solutions. Soit on vend la totalité, soit on peut l'autoconsommer. Et dans l'autoconsommation, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se raccorder sur votre installation existante. Donc là, c'est aussi où il faut regarder un petit peu les choses en amont, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes sur votre maison et que vous avez un abonnement, ou un raccordement de 9 kVA et que vous voulez faire une installation de 200 kVA, que vous l'injectez sur votre tableau électrique, forcément votre tableau électrique et votre raccordement jusqu'au réseau, il n'est pas dimensionné pour accepter 200 kVA d'injection. Même si vous allez en autoconsommer une partie. Donc il y aura des travaux à prévoir au niveau de votre installation pour la mettre en conformité et aux normes avec ce que vous allez produire. Donc voilà, c'est des choses à voir en interne. Mais l'intérêt, c'est que ici, tout kilowattheure que vous allez produire, si vous avez de la consommation en face, par exemple, si vous produisez 100 kWh de votre installation photovoltaïque et qu'en face, vous avez, à ce moment-là, vous avez 50 kWh de consommation, et bien, au lieu d'aller les chercher sur le réseau, vous allez d'abord les prendre sur vos 100 kWh et le surplus, vous allez l'injecter sur le réseau, vous allez le valoriser à un tarif qui est donné. Si jamais vous consommez en face 120 kWh et que vous produisez 100, ben vous allez consommer les 100 kWh sur votre installation. Et il vous restera 20 kWh à aller chercher sur le réseau. Voilà. Donc là aussi, l'intérêt, c'est de dimensionner votre installation en fonction votre installation photovoltaïque, fonction de votre installation existante en consommation et fonction de vos besoins. Donc on va, chez Mecogit, faire une étude, vous demandez combien vous consommez d'électricité, récupérer auprès d'Enedis vos courbes de charge, c'est-à-dire au pas de 10 minutes sur une année, voir comment vous consommez, si vous consommez plus la journée, la nuit, l'été, l'hiver, parce que forcément une production photovoltaïque elle va être plutôt importante en été et forcément on produit encore la journée, on n'arrive pas encore à produire la nuit. Donc l'intérêt c'est aussi derrière de cohabiter avec vos besoins et peut-être à un moment donné de changer un peu vos habitudes si vous pouvez, en décalant vos consommations en journée plutôt que le soir, vu que vous avez de l'électricité qui sera produite par votre installation solaire. Et donc c'est là où on va parler de deux taux qui sont intéressants. C'est le taux d'autoconsommation. Le taux d'autoconsommation, c'est je produis 100, combien je vais en consommer sur place. Donc si je reviens dans mon exemple de tout à l'heure, quand j'en avais 100 et que j'en consommais 50 sur place, ben j'ai un taux d'autoconsommation de 50%. Et le taux d'autoproduction, ça veut dire que c'est 50 qui sont sur ma production, en gros sur ma consommation, combien ils couvrent de mon besoin à l'année. Voilà. Donc voilà. Sur l'autoconsommation, donc on peut faire soit de l'autoconsommation totale, on se bride, on n'injecte pas sur le réseau, soit on peut vendre le surplus, soit il y a un dernier sujet qui arrive depuis maintenant quelques temps, qui s'appelle l'autoconsommation collective, où là, l'autoconsommation individuelle, on est sur un site, on injecte sur un site même, et le surplus, on l'injecte sur le réseau. L'autoconsommation collective, je peux produire dans un endroit, dans un bâtiment, et éventuellement aller consommer sur des consommateurs industriels particuliers qui sont dans un rayon de 2 km. Voilà, 2 km. Suivant des régions, on peut aller avec des dérogations jusqu'à 10 ou 20 km. Mais voilà. Ça nécessite des travaux spécifiques pour acheminer Non, en fait on va injecter la totalité on va injecter de manière très schématique la totalité de la production sur le réseau. Oui. Et ensuite, on vient monter une opération d'autoconsommation collective, en gros une association, en indiquant à Enedis, il y a un producteur avec tel numéro de compteur, et en face, on va lui dire, il y a X consommateurs avec tel numéro de compteur qu'on va identifier. Et ça va être fléché. Voilà, et on va indiquer à quel pourcentage on veut injecter l'électricité, à qui, quand et où. Voilà. Voilà, donc ça je vous en parlais, c'est un petit peu les courbes de charge qu'on va récupérer. Donc par exemple en rouge, là vous voyez, c'est la courbe de charge d'un client, là c'est sa consommation. Et en bleu, c'est les courbes de production théorique d'une installation photovoltaïque. Voilà. Donc on voit que le samedi et le dimanche, par exemple, sur cet exemple-là, on peut générer du surplus, et alors qu'en semaine, suivant l'activité, et alors on ne va pas générer de surplus, on a une activité qui correspond plutôt bien à une installation photovoltaïque. Voilà. Vous donnez des ordres de grandeur, pareil, alors c'est juste pour vous dire, mais sur une GMS, donc une GMS c'est un supermarché, où on a à peu près 1300 mètres carrés, on va pouvoir mettre peut-être un 130 kg. On a 98% de la
production qui va être consommée sur place et ça va couvrir la consommation du magasin à hauteur de 22%. Et si je pars à l'inverse, je peux avoir par exemple des bureaux ou une concession automobile. Là, le taux de consommation avec une installation qui est un peu plus puissante, le taux d'autoconsommation il est que de 36% parce que j'ai pas beaucoup de consommation en face. Par contre, vu que j'ai pas beaucoup de consommation, je vais en couvrir énormément. Donc là, je vais couvrir 43% de mes besoins. Donc ça veut dire que j'ai 43% de ma facture d'électricité annuelle que je ne vais pas aller chercher sur le réseau, que je vais avoir directement de mon installation. Et après, si je suis, par exemple, la toute dernière ligne, si je suis chez un très gros industriel, où je fais une très grosse installation qui fait, par exemple, 3 mégas, donc 3 mégas, ça va faire 15 000 mètres carrés, ça va faire 20 000 mètres carrés. On va consommer la totalité, mais on va couvrir, entre guillemets, que 16% de ses besoins. C'est pas rare qu'on arrive sur des sociétés où ça couvre que 5, 6, 7%. Hein, voilà. Mais encore une fois, il faut le voir en se disant, ces 16%-là ou ce taux-là, c'est du pourcentage de consommation que vous sécurisez. Et là, vous ne vous posez plus la question de vous dire, là, j'ai mon prix d'électricité qui va monter ou baisser. Vous savez que sur la durée de votre projet, le prix de revient de votre électricité, il est connu, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Et pour finir un petit peu là-dessus, vous dire le coût de l'électricité, en gros, quand on est sur du bac acier, c'est-à-dire que là, je ne peux pas être moins cher dans le sens où j'ai pas de support à me payer, j'arrive, j'ai une toiture qui est compatible, je viens me poser directement dessus, le coût de revient de l'électricité, en gros, si je devais l'acheter, c'est aux alentours des entre 5 et 6 euros 55 euros du mégawattheure, donc 5-6 euros du kilowattheure. Si je suis sur une toiture plate, comme on l'a vu tout à l'heure sur du bâtiment Indus, on est un peu plus haut. Et si on est en ombrière, on va être aux alentours des 8-9 centimes d'euros du kilowattheure, sachant qu'on rajoute une fonction et qu'on se paye une structure. Voilà. Donc c'est pour vous dire quand même que même sur des ombrières, c'est quand même intéressant, quoi. Voilà, quand on rajoute vraiment une fonction. J'en ai parlé de manière un peu décousue, mais ça c'était le modèle de l'autoconsommation collective. Donc c'est la production et la consommation délocalisée un petit peu, dans un périmètre qui est entre 2, 10 ou jusqu'à 20 km suivant les participants. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Théron. Peut-être une ou deux questions complémentaires par rapport à ce que vous avez présenté. Vous avez parlé des différents types de toitures, des différents types de bâtiments. Qu'en est-il de l'orientation du bâtiment et du taux d'ensoleillement? Est-ce qu'il faut forcément beaucoup de soleil pour que les panneaux soient rentables? Alors forcément, c'est mieux si on les met plein sud et si on est dans le sud, puisqu'on a de meilleurs rendements. Mais on fait plein d'installations photovoltaïques dans le nord, avec des toitures orientées est, ouest, même au nord. Donc c'est pas une vraie problématique. On a des rendements sur les panneaux qui sont bien meilleurs aussi que les années précédentes. Donc ça peut avoir du sens économique de le faire, mais de mettre des panneaux même au nord ou même dans toutes les orientations. Voilà. Donc c'est à regarder et à étudier au cas par cas. Voilà. Vous l'avez expliqué, il y a plein d'étapes, il y a plein d'éléments à prendre en compte avant de se lancer dans le projet. Donc étudier les besoins, voir le bâtiment, quelles sont les contraintes, etc. Combien de temps en moyenne est-ce qu'il faut entre le début de la réflexion sur le projet et la concrétisation, les premiers kilowattheures qui sont produits? Pour être très honnête et pour ne pas vendre du rêve, je dirais qu'il va se passer entre 18 mois et 2 ans. En général. Dans la vraie vie, ça peut se passer comme ça. C'est souvent le cas, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes, bien entendu, devant nous pour répondre à vos questions. C'est vraiment le moment, si vous voulez interroger donc, nos intervenants. Je rappelle, nous avons donc Odin Soireau de la Banque de la Transition énergétique et Nicolas Théron de Mecogit sur toutes les questions relatives au projet de toiture photovoltaïque. Est-ce que vous avez, chers membres du public, une question, une réaction, une demande particulière? Profitez-en, je viens vers vous avec le micro.
Ouais, c'est une question pour mes cogites. Si j'ai besoin d'un tiers investisseur, est-ce que vous vous occupez de cette partie-là aussi? Du Alors, financement en fait de l'opération. on peut s'occuper effectivement de vous trouver un tiers investisseur, ouais, tout à fait. Ok. Et vous intervenez sur toute la France, à peu près. On intervient quasiment sur toute la France. Je ne sais plus si je l'ai mis ici dans une des premières slides. On va dire sur un très gros 3/4 au sud-ouest de la France. Voilà. Même si on est historiquement bien présent dans le Cantal et autour de chez nous. Mais voilà, on a beaucoup d'installations dans le Gers, sur la région de Poitiers, puis un petit peu partout dans les Alpes aussi. Enfin, voilà. Bonjour, pardon, j'ai une question, alors je n'étais pas là au début, je m'excuse. Si vous vous occupez de la PMO, est-ce que c'est vous qui allez chercher les clients qui vont se servir de la centrale que vous allez mettre en exploitation? Alors ça, c'est des choses qui sont à discuter et à voir avec vous, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement. Juste pour rebondir là-dessus, sur l'autoconso collective, effectivement, c'est quelque chose qui est encore assez récent. Aujourd'hui, on a à peu près 500 opérations d'autoconso collective en France, sachant qu'il y en avait la moitié il y a un an. Donc voilà, mais c'est des choses qu'on peut effectivement qu'on peut faire, ouais. Ouais, tout à fait. Oui, bonjour. Voilà, j'avais une question sur le raccordement. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des difficultés si l'installation photovoltaïque est loin d'un transformateur? Oui, c'est vrai qu'on en a, où j'ai pas spécialement insisté sur le sujet peut-être, mais effectivement c'est la première des choses qu'il faut vérifier, c'est la position par rapport au réseau de distribution pour s'assurer qu'on arrivera à injecter, si on injecte facilement sans avoir un coût démesuré. Donc voilà, on a l'habitude de dire qu'il faut qu'on soit aux alentours des 150-200 mètres d'un transfo ou d'une ligne HTA qui va passer enterrée ou aérienne. Voilà, c'est un premier élément de réponse. Encore une fois, ça va dépendre parce qu'on peut avoir fait des projets qui étaient à 400 ou 500 mètres. C'est sûr que si on va faire 100 kg, on ne va pas réussir à rentabiliser le coût du raccordement. Si on est sur un projet plus conséquent, ça peut avoir du sens de le faire quand même. Voilà, donc il faut le regarder. Ah non, moi, c'est juste pour apporter un petit complément par rapport à la remarque de monsieur, par rapport à l'autoconsommation collective, avec l'exemple dans lequel vous allez travailler dans les mois à venir sur la zone de la Glèbe à Villefranche-de-Rouergue avec Enerco, qui pour moi est un bel exemple peut-être à suivre. Oui, je peux effectivement rebondir là-dessus. On a un gros sujet qu'on va démarrer qui est à ce jour sans doute la plus grosse opération d'autoconso collective. Puisqu'on va avoir sur un parking qui appartient à la communauté de communes une installation en embrayeur de parking qui va faire 2,3 MW et dont la production va être effectivement vendue à l'industriel qui est sur place, d'autres partenaires qui sont sur le secteur aussi, d'autres industriels, voilà, et avec un investissement aussi des associations locales. Donc voilà, quelque chose qui est super vertueux. Et je pense qu'il peut être, au contraire, on croit beaucoup dans ce montage-là, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions ou des réactions pour nos intervenants sur ce sujet de la toiture photovoltaïque? Si vous voulez en profiter. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait faire des boucles d'autoconsommation, ce que vous venez de parler, avec vente en surplus? Alors, j'ai pas bien entendu. L'autoconsommation collective et vente en surplus, est-ce que c'est cumulable les deux? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on peut faire une installation qui est physiquement en autoconsommation individuelle. Donc, elle va d'abord autoconsommer sur son site, injecter le surplus sur le réseau, et ce surplus-là, on peut le mettre dans une boucle d'autoconsommation collective. Voilà. Et le surplus qui n'est pas consommé dans la boucle d'autoconsommation collective est lui, du coup, valorisé au tarif EDF, comme si on vendait en fait soit de la vente totale, soit de l'autoconsommation avec vente de surplus. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir, poser une question, témoigner? Bien. Alors dans ce cas, on va pouvoir
libérer nos intervenants pour cette première conférence de l'après-midi qui était donc consacrée à la toiture voltaïque. N'hésitez pas à consulter le programme des conférences puisque c'est une thématique qu'on va aborder dans les jours à venir. Vous pouvez rester sur les chaises ou pas très loin de l'espace Agora puisque nous allons avoir une deuxième conférence qui va commencer à 15h sur le sujet de la méthanisation. Merci beaucoup Odin Soireau et Nicolas Théron pour vos interventions. Et pour notre public, je vous invite donc à revenir par ici vers 15h pour la prochaine conférence. À tout à l'heure.